Bonjour à bonjour à tous et à toutes. Bonjour à toutes. Je Donc, fais la partie féminine. bienvenue dans le deuxième partie de notre atelier, donc 6 outils d'implication humaine pour booster votre projet de cabinet. Donc, j'ai le plaisir d'être accompagné par Mélissa que je laisserai se présenter tout à l'heure. Donc, on va être là pour vous et particulièrement aujourd'hui, vous laisser la parole dans une deuxième phase de l'atelier. Puisque lors du premier atelier, nous vous avons présenté 4 leviers et nous sommes là pour vous présenter 2 autres leviers et ensuite vous aurez l'occasion d'interagir avec nous de manière directe et également pendant tout cet atelier grâce au chat. Quelques mots pour vous présenter rapidement le Alors, label. Frédéric, tu me permets de t'interrompre, Oui. je crois qu'on n'a pas le support. Ok, super, je vais partager alors. Oui. Pardon. Bon, en plus, ça me permet de regarder. On a pas mal de participants qui étaient là la fois dernière. C'est cool. On Oui, va pas avoir super. besoin de trop se représenter. D'accord, voilà. Donc voilà pour compenser. Vous devez avoir l'écran sous les yeux maintenant. Donc quelques mots pour vous présenter le label Copilote. Donc on a 35 cabinets membres un petit peu partout en France et on travaille sur 3 domaines. Alors aujourd'hui, c'est le sujet de l'humain, mais on travaille également sur les domaines du développement commercial, marketing, communication, mais également du digital. Voilà. Je vais te laisser te présenter à ton tour, Mélissa. Oui, alors Mélissa, moi je suis expert comptable commissaire aux comptes et aujourd'hui plus spécialement consultante en management des équipes avec 3 objectifs aussi pour moi, c'est vraiment d'accompagner les cabinets sur le volet stratégie parce que c'est ça qui va leur permettre d'impliquer durablement leurs collaborateurs et leurs équipes au sens large, et puis d'aller sur de la réalisation parce que souvent on a plein d'idées et plein de choses et le passage à l'action est difficile. Ce qui me permet d'avoir cette casquette, c'est la formation que j'ai faite en approche neurocognitive et comportementale dont je suis certifiée et ce qui fait que je me suis spécialisée dans l'animation d'équipe par trois modes d'événements qui sont les séminaires, les webinaires et les formations. Mais je pense que tout le monde me connaît. S'il y en a qui veulent des précisions, on vous laissera, comme l'a dit Frédéric, un moment d'échange. Le but, c'est de pouvoir interagir et voir en quoi on peut vous aider, vous apporter des clés plutôt Ok. personnalisées par rapport aux difficultés que vous pouvez rencontrer en cabinet. Parfait, donc quelques petites consignes et j'en profite pour vous présenter Charlotte qui s'occupera du chat aujourd'hui. Voilà, elle a été intervenante d'un de nos précédents ateliers EC que vous suivez maintenant pour certains d'entre vous de manière régulière. Donc vous allez retrouver la présentation de Livestorm que certains d'entre vous connaissent déjà. Donc un onglet chat sur le côté droit qui vous permettra de nous poser vos questions. Je vois que vous l'avez déjà utilisé pour nous dire bonjour. Merci, bonjour à tous, donc évidemment. Et puis, il y aura un petit onglet sondage à côté du chat qui vous permettra de répondre. On aura deux petites questions sondage tout à l'heure pour vous, donc à vous poser. Donc, n'hésitez pas à utiliser tous ces éléments. Et puis, un petit peu plus tard dans la session, dans la deuxième partie, on vous donnera la parole également, bien sûr, notamment si vous avez préparé ou pas vos exercices suite à la première partie. On verra, on fera le point tout à l'heure, mais n'ayez pas peur, si vous n'avez pas préparé les exercices, on aura de quoi échanger librement dans la deuxième phase de l'atelier. Alors, durant cet atelier, on aura donc tout d'abord la présentation des 2 derniers leviers pour booster l'implication de vos collaborateurs. Vous avez présenté 4 leviers, on va en présenter 2 supplémentaires. On visualisera des exemples concrets. On aura aussi la possibilité de créer une synergie. L'objectif, c'est de créer une synergie pour impliquer votre équipe dans le projet de cabinet et puis avec ces phases d'échange plus personnalisées qui sont vraiment la thématique de la marque, la signature de ce deuxième atelier, ça va être de repartir aussi avec des conseils personnalisés. Donc, on revoit rapidement les 4 leviers. C'est un rappel de l'atelier du 28 octobre. On avait vu donc 4 leviers principaux d'implication. Donc, si vous n'avez pas participé à cet atelier, mais je sais que beaucoup d'entre vous l'ont vu ou l'ont vu en replay, le replay est disponible. Donc, il suffit de nous l'indiquer dans le chat si jamais vous n'aviez pas reçu le replay. Charlotte vous l'enverra. Et on avait donc travaillé le développement professionnel, le management et la motivation, l'environnement stimulant, la marque employeur. Et on travaille aujourd'hui sur le salaire et la reconnaissance et la fierté, qui sont également forcément 2 leviers essentiels. Et on aura beaucoup de questions-réponses et de retours d'expérience à la suite.
Alors, Le sans plus attendre, on va démarrer par le cinquième levier, qui est le levier nerf de la guerre. voilà, du salaire et de la reconnaissance. Et comme vous avez participé à un petit sondage aussi en amont, vous avez rempli votre diagnostic humain, vous vous êtes auto-évalué sur les 3 questions que vous avez sous les yeux, donc qui ont trait au salaire et à la reconnaissance. Donc, première question, votre politique de rémunération est-elle un facteur clé de motivation? Donc, ce sont des notes sur 10. Et vous vous êtes auto-noté à hauteur de 6,37 pour cette question-là. La deuxième question sur le facteur rémunération, c'était pensez-vous que vos collaborateurs sont satisfaits de leur rémunération? Un tout petit peu plus, mais c'est assez voisin quand même. Donc, c'est vrai qu'on verra peut-être tout à l'heure, mais le facteur de la rémunération, c'est un facteur qui doit encore être travaillé en cabinet. On pourrait obtenir des notes encore meilleures. Et sur l'angle plus reconnaissance, on vous avait posé la question si vos managers accordaient le même niveau d'attention à chaque membre de l'équipe, ce qui est évidemment, vous l'avez compris, indispensable. Et là, vous répondez un petit peu plus largement oui, avec 6,94 sur 10. Voilà. Ben, je vais te laisser t'appuyer là-dessus aussi et nous donner tes leviers d'action, Mélissa. Je te cède la parole pour tes leviers d'action sur le salaire et la reconnaissance. Il faut savoir que la reconnaissance passe souvent par le salaire. Pourquoi? Parce que d'un point de vue très factuel et même contractuel, le salaire est une contrepartie. La contrepartie de la présence du salarié, du fait qu'il soit là à l'heure tous les jours. Enfin, ça, c'est surtout dans sa vision. C'est-à-dire que quand on a un regard plus d'expert comptable, on va être davantage exigeant et on va se dire non. Le salaire, c'est la contrepartie de son investissement, du fait qu'il réalise ses travaux correctement. Et ça nous amène presque à voir ce salaire plus comme une sorte de récompense. Mon deuxième point, c'est donc la récompense. C'est un peu la cerise sur le gâteau. Or, dans la tête d'un collaborateur, c'est éventuellement le cas pour une prime. Mais attention, pas n'importe quelle prime, une prime qui ne serait pas d'usage. C'est-à-dire que si la prime de bilan, elle est d'usage, elle fait partie de la rémunération. Ce n'est pas du tout un cadeau. Et troisième volet, la fidélisation. C'est-à-dire qu'en fait, il y a 3 objectifs et le premier, c'est bien de fidéliser parce que l'argent, c'est le point de comparaison facile entre 2 cabinets. Pourquoi? Parce que c'est chiffré. Donc, quelque part, c'est à nous ou à vous d'inclure d'autres éléments dans la rémunération en vous mettant d'accord sur ce que vous pouvez chiffrer. On peut très bien chiffrer des heures de formation. Alors, on exclut évidemment les formations obligatoires comme pour le DEC. Ça peut être très bien de chiffrer la disponibilité d'un manager en jours, en fonction de son salaire, en fonction du temps qu'il alloue, par rapport au salaire du collaborateur, pour vraiment avoir un aspect chiffré et dire, OK, il y a une partie vraiment qui va tomber dans ta poche et il y a une partie qu'on va appeler un investissement que nous, employeurs, on décide de faire parce qu'on a envie de te former, parce qu'on a envie que tu avances, que tu gagnes en compétences. Et ça, c'est quelque chose qui est difficilement chiffrable. On peut avoir aussi dans ce volet fidélisation, ben voilà, aujourd'hui, je te confie des projets et c'est souvent, et c'était moi, quelque part, mon leitmotiv à travers ces webinaires, de dire confier des projets à vos collaborateurs parce que c'est ce qui va leur donner envie de s'investir. Mais donc, quel budget vous allouez à ces différents projets? Et en fait, rien ne vous empêche de dire, ben voilà, aujourd'hui, je te confie ce projet, c'est un projet qui pèse 10, 15 000 euros, plus, et c'est évidemment pas de l'argent qui va tomber dans ta poche, mais c'est quelque chose que je te confie. Et en fait, c'est une part de reconnaissance qui passe par un autre mode. Il faut savoir qu'en approche neurocognitive et comportementale, on a plusieurs types de motivation. La motivation primaire, c'est une motivation qui est inconditionnelle, c'est-à-dire qu'on peut faire les choses sans être payé. C'est une activité qui est ressourçante, qui nous donne de l'énergie. Et je suis désolée, mais vous avez remarqué qu'il y a peu de chances de trouver ce type de motivation dans le monde professionnel. Pourquoi? Parce qu'on attend toujours une rémunération ou de la reconnaissance. Donc il y a un enjeu. Et le but, c'est de mettre en avant des éléments qui sont propres au cabinet et même au poste du collaborateur pour lui montrer que dans d'autres postes à rémunération égale, finalement, ce n'est pas des postes à la hauteur parce qu'il y a moins de formation, donc moins d'autonomie, parce que l'autonomie, elle est rendue possible par le fait qu'un manager consacre du temps. Mais vous voyez, il y a tout cet aspect-là. Donc, quand Frédéric disait quelque part, c'est un peu le point à travailler parce que
parce que il y a un petit peu des faiblesses sur le diagnostic, on peut apporter une reconnaissance en créant une relation qui fonctionne où chacun peut communiquer, s'épanouir, monter en compétences. Et en fait, c'est ça aussi qui va faire une certaine forme de reconnaissance. C'est est-ce que je peux parler librement de mon salaire? Est-ce qu'on peut communiquer librement sur ce sujet? Voilà ce que je voulais vous dire. C'est pour ça que j'ai terminé en disant c'est une reconnaissance qui est financière, mais pas seulement parce qu'elle va être motivante. On paye, on reconnaît et on honore quelque part notre relation. C'est une façon d'honorer la relation qui va au-delà du côté contractuel. On est vraiment dans une relation, un échange et une vraie synergie. Parfait, je trouve ça très inspirant ce que tu nous décris, Mélissa, puisque évidemment, on se rend bien compte aujourd'hui dans le marché du travail actuel, c'est qu'il y a des pressions, hein, donc puisqu'il y a une raréfaction des collaborateurs formés, et donc forcément il y a la pression sur le salaire qui devient de plus en plus importante, avec un risque de collaborateurs qui peuvent partir pour une augmentation qui peut parfois être significative en changeant de poste. Et donc, vous êtes tous inquiets et on est tous inquiets par rapport à ça. Et les cabinets du label ont réfléchi comment travailler sur ce sujet-là, et notamment à travers un mode d'action qu'on utilise et qui est très courant au sein du label, qui s'appelle les labos de travail. Donc, ce sont des groupes qui réunissent 4 à 5 cabinets qui se mettent ensemble pour travailler un sujet dans lequel ils ont déjà des apports. C'est-à-dire qu'on ne va pas prendre des cabinets qui connaissent rien au sujet et qui s'y intéressent, mais plutôt des cabinets qui sont déjà avancés, en mettant ensemble à travailler pendant 4 ou 5, pendant 6 mois, ces cabinets, on va produire des supports. Et là, par exemple, on a travaillé sur un sujet qui était l'évaluation de la performance collaborateur, hein, donc justement pour la mettre en avant, déjà l'évaluer, mais ensuite la mettre en avant et obtenir un peu plus de reconnaissance, donner plus de reconnaissance à vos collaborateurs. Donc on a mis en place des supports. Au début, ça va être par exemple la fiche de poste, pour bien déjà définir ce qu'on attend du collaborateur. Parce que ça c'est important, c'est bien démarrer en sachant ce qu'on attend de lui. Donc, on a créé des fiches de poste pour à peu près tous les types de postes en cabinet. Ensuite, on a mis en place des guides d'entretien annuels, parce que l'entretien annuel, c'est un moment clé pour la reconnaissance, hein, évidemment, et pour aussi la fixation d'objectifs. Donc, en ce qui concerne les objectifs, salaire, objectif, hein, donc on met les deux en parallèle et on essaye aussi de s'inspirer. On a identifié quelle était la nature des différents objectifs qu'on pouvait fixer à un collaborateur. Et ensuite, ces labos, ils vont servir ensuite à être diffusés auprès de l'ensemble des membres pour leur servir de support. Alors, voilà un petit peu l'approche qu'on a au sein du label Copilote. Et pour vous livrer un exemple de restitution qu'on fait pendant ces entretiens, on a, parmi les livrables que vous avez sur la partie droite, vous voyez, on a travaillé, réfléchi sur des critères d'attribution de la gestion des prix manuels. Et donc, notamment, vous avez sur la partie gauche, justement, ces fameux critères qui ont été retenus par un des cabinets membres avec des indicateurs qui sont assez clairs pour permettre de discuter avec le collaborateur sur son atteinte d'objectifs ou pas, avec des indicateurs visuels, hein, puisque c'est coloré, qui permettent de décrire un peu son positionnement par rapport à ce qu'on attend de lui. Est-ce qu'il est plutôt dans le vert, plutôt dans l'orange? Et pourquoi? Alors voilà, il ne faut pas hésiter à faire des feedbacks qui soient détaillés. Expliquer ce qui est bien, ce qui est moins bien, d'en discuter pour refixer les objectifs de l'année suivante. Donc, on utilise ce type d'outils. Et là, en l'occurrence, 3 critères pour le cabinet qui a retenu, parmi l'ensemble des critères qui étaient proposés, c'est le critère de qualité, donc le critère d'attitude et le critère commercial, qui faisait partie aussi des objectifs de développement du cabinet. Comment, alors dans le commercial, il y a la relation, il y a la proposition de livraison additionnelle, il y a la remontée des besoins du client, parce que ça peut être simplement, par exemple, de détecter un besoin pour le remonter à quelqu'un d'autre qui vend. Voilà. Donc, pour vous donner quelques clés, nous, on utilise ce type d'indicateurs. Il y en a bien sûr d'autres, et chaque cabinet choisit les indicateurs qu'il souhaite en fonction des types de postes aussi. Hein. Par exemple, pour les managers, on vient ajouter un autre indicateur qui va être, bien sûr, lié à ses capacités de management et d'encadrement. Donc, c'est des critères qui peuvent être, disons, variables en fonction des différents membres de l'équipe et des projets qu'on affecte. Voilà un exemple, en tout cas, des apports de réflexion qu'on a pu avoir au sein du groupe.
Alors, je vois que Mélissa, tu répondais à une question pendant ce temps-là. Je Oui. ne sais pas si tu peux développer sur ce sujet. Alors, la question de Michael, c'était de mettre une prime sur le chiffre d'affaires temps passé généré. En répondant, donc le principe pour moi, c'est que c'est une bonne idée. Après, c'est toujours pareil, il faut que tout soit clairement énoncé et que ça puisse être valable pour tout le monde, pour qu'on respecte toujours ce besoin de justice et d'équité qui est très important pour les collaborateurs et qui ne se sentent pas lésés. Et en fait, en disant ça, je me suis dit, oulala, qui détermine le portefeuille? C'est-à-dire qu'on peut aussi avoir des collaborateurs qui entre eux disent ouais mais c'est pas juste, c'est toujours lui qui a les gros dossiers. Ben oui, c'est lui qui a les gros dossiers parce que par exemple il sait faire de l'intégration fiscale, ce qui n'est pas ton cas, et de toujours rester factuel. C'est-à-dire que les collaborateurs vont vous amener à vous justifier. C'est à un moment je sais être factuel et c'est ce que j'appelle un peu la grille, c'est que je mets les choses carte sur table. Après, ce qui serait encore plus pertinent, et c'était peut-être là le sens de ta question, c'était est-ce qu'on n'a pas peut-être intérêt à venir rémunérer si le collaborateur est force de proposition et invite son client à faire des situations régulières et de lui dire, alors tout dépend du niveau de marge, mais soit c'est une prime de 5% ou 2 ou 50 euros, parce que je sais que c'est quelque chose que moi, j'avais pu avoir en tant que collaboratrice en audit. Donc, le fait que si je proposais des sacs, donc des services autres que la certification des comptes, j'avais un pourcentage sur les sacs que j'avais proposés. Et forcément, sur des dossiers d'audit, c'est plus facile d'avoir un montant plus élevé que sur un prévis, surtout si on facture un prévis de 100 euros. Mais ça peut être quelque chose qui est ouvert à la discussion et de demander aux collaborateurs ce qu'ils en pensent. Ben voilà, moi, effectivement, c'est quelque chose que je voudrais bien pouvoir mettre en place, de proposer d'autres missions. Et là, tu rentres dans le CA généré, mais qui est quelque part pas biaisé par le fait que c'est le chef de mission qui a attribué les portefeuilles et que du coup, tu as toujours le collaborateur qui va dire, de toute façon, moi, j'ai que les dossiers pourris du cabinet. Et là, du coup, il remet un biais. C'est-à-dire que tu essayes de faire quelque chose de juste, qui soit valable pour tout le monde. Et lui, il te dit, bah non, de toute façon, c'est pas juste parce que moi, j'ai des dossiers merdiques. Tu vois, donc à voir. Mais moi, Ok. je peux t'inviter à lancer le sujet éventuellement avec tes collabs en disant, bah voilà, qu'est-ce que vous penseriez de ça? Et derrière, c'est eux qui vont te dire, ah bah oui, puis un petit peu fixer les choses. Et donc, toi, tu peux aussi j'ai envie de dire, te remettre derrière leur opinion en disant, bah, c'est ce que l'ensemble a décidé. Et quelque Mm. part, c'est à mon sens le plus juste puisque c'est ce qui vient de vous et c'est ce qui vous semble le plus légitime ou le plus pertinent. Ouais, Voilà, j'espère que ça répond à ta question. pour rebondir là-dessus, le temps que je prenne connaissance de la question, en fait, effectivement, on a un système de contrôle de gestion qu'on a mis en place, par exemple, dans mon cabinet, hein, pour illustrer. Et pas plus tard qu'hier, il y a un collaborateur qui posait la question de savoir s'il pouvait avoir le détail de sa performance, en fait, comment est-ce qu'elle était calculée exactement. Et là, bah, évidemment, je pense qu'il faut jouer la transparence. L'idée, c'est de pouvoir permettre aux collaborateurs de lui-même évaluer le système de contrôle de gestion qui sert à évaluer sa performance. Et donc, bah, évidemment, on lui donne accès à ces informations-là. Donc, ça veut dire qu'il faut quand même que vous prépariez, bien sûr, un système de contrôle de gestion qui va être juste, bien testé, parce qu'évidemment, bah, quand il y a plusieurs personnes qui interviennent sur une mission, est-ce que les temps saisis permettent d'avoir suffisamment de fiabilité? Enfin voilà, toutes ces informations, il faut quand même se les poser avant de bâtir un contrôle de gestion qui est basé sur l'évaluation de la performance de productivité. Et puis, je pense qu'il ne faut pas que ce soit le seul levier, parce qu'on a vu des biais aussi dans des cabinets dont la rémunération était trop basée sur la productivité et la rentabilité. Il y a aussi des biais, parce que ça crée moins de créativité, il y a forcément des biais. Et donc, il ne faut pas que ce soit pour tous les collaborateurs, il faut que ce soit justement dosé. Enfin, voilà, c'est un peu, en tout cas, par rapport à l'expérience, les conseils que je pourrais donner. Oui, puis tu as aussi le fait, Frédéric, que tu peux dire, ben, enfin, c'est le choix de certains cabinets de faire un petit peu par spécialisation. Donc, quelqu'un va avoir que des BNC, donc forcément, il va passer du temps parce que ça multiplie le nombre de Oui. dossiers. C'est des dossiers qui sont peut-être pas aussi rémunérateurs parce que difficile de facturer 2000 euros pour un BNC. Et puis, en même temps, tu vas avoir quelqu'un qui a des pharmacies assez grosses, il en a peut-être que 5, mais sur les pharmacies, il y a vraiment moyen de faire du conseil.
d'aller sur des tableaux de bord personnalisés par taux de TVA, etc. Donc du coup, ça va aussi créer un écart et donc c'est difficile de mesurer parce que les portefeuilles sont complètement différents. Donc Oui, essayer de trouver un autre critère qui réunit en disant où est-ce que tu es créatif et peut-être, moi j'aime bien ton idée de mettre un facteur créativité. oui. Comment on peut être Bah, je créatif en pense proposant que une oui. mission. On s'est rendu compte en effet qu'il fallait faire attention à cette notion d'évaluation performance de rentabilité et on a introduit des critères de plus en plus fins dans notre contrôle de gestion parce que c'était devenu nécessaire. Et par exemple, ça peut être les nouveaux dossiers. On fait une décote de X% parce qu'on sait qu'un nouveau dossier, ça consomme plus de temps. Et si on veut être juste entre des collaborateurs qui récupèrent des nouveaux dossiers par rapport à ceux qui n'en ont pas et qui ont déjà un portefeuille constitué, il y a aussi le changement de portefeuille. Parce que ça peut ne pas être un nouveau dossier, mais on peut le confier à un collaborateur. Lui, il va avoir un temps d'appréhension du dossier aussi, donc on met des décotes aussi, c'est-à-dire on lui rajoute du temps, en fait, pour être juste. Donc tout ça, c'est des choses auxquelles il faut réfléchir. Si on va comparer le temps prévu avec le temps réalisé, il faut que le temps prévu il soit correctement estimé. Et c'est votre métier, bien sûr, mais on ne le fait pas toujours pour soi. Donc le cordonnier mal chaussé, là, ça peut être embêtant si on n'évalue pas la performance ou le collaborateur a le sentiment qu'il n'est pas évalué de manière juste. Et donc, on a aussi notre enquête Happy at Work qui nous permet de poser les questions en anonyme aux collaborateurs pour lui demander est-ce qu'il trouve que son salaire correspond à ses fonctions. Donc, ça, c'est précieux parce que ça nous permet d'étalonner notre système tous les ans. Voilà. Ok. Alors, du coup, je vais vous demander de vous rendre dans l'onglet sondage et savoir si vous utiliseriez dans vos entretiens annuels des livrables élaborés par le labo évaluation performance collaborateur. Plutôt oui, pertinent pour enrichir nos supports actuels. Pourquoi pas ou non, je pense pas. Donc dans l'onglet sondage, à côté de l'onglet chat. Voilà, vous êtes en train de voter. On voit les résultats en direct. Ouais. C'est la richesse de nos labos. Non, mais ce qui est chouette en plus, c'est que les labos sont assez hétérogènes, c'est-à-dire qu'autant il y en a qui sont, il y a des associés qui participent, autant on peut avoir des diplômés pas encore associés. Oui, tu en sais quelque chose puisque tu animes quelques-uns de nos labos, Mélissa, donc c'est une chouette expérience. Alors voilà les réponses sur les votes aujourd'hui. Donc on a oui, c'est pertinent pour enrichir nos supports actuels, 78%, donc pourquoi pas 11%. Non, je ne pense pas 11%, donc une forte majorité qui s'intéresse un petit peu à ce type de support. Je pense que justement, il faut mutualiser et essayer de trouver à droite à gauche. Alors au sein du label, justement, plutôt que prendre à droite à gauche, on a des supports prêts à l'emploi et c'est aussi ça l'utilité de travailler en mutualisation. Alors, on va passer au 6e et dernier levier qu'on souhaitait vous présenter. Donc il s'agit de la fierté. Alors, Mélissa, je crois que c'est à toi. Je ne sais pas si tu nous entends. Ah, il y a un petit problème technique, semble-t-il, sur la connexion de Mélissa, donc je vais poursuivre en attendant qu'elle nous rejoigne. Alors, donc, sur la fierté, en fait, on vous a posé toujours la question de l'évaluation entre 0 et 10. Est-ce que la recommandation de vos collaborateurs engendre fréquemment de nouveaux clients? Eh bien là, la réponse est clairement plus basse, donc 5,22. Bon, ce n'est pas une grosse surprise, puisque les cabinets, bien qu'ils mettent parfois en lien avec la thématique précédente des liens avec la rémunération sur la captation de nouveaux clients, des primes aux nouveaux clients, il n'y a qu'une proportion des collaborateurs qui jouent le jeu aujourd'hui sur cette dimension-là. Donc c'est un travail quotidien, mettre en place d'abord ce type de prime et puis ensuite communiquer auprès des équipes, leur apprendre à communiquer et travailler un peu ces sujets-là, mais on verra peut-être tout à l'heure comment faire pour développer faire en sorte que la fierté se développe d'une part et ensuite qu'elle génère des recommandations clients ou des recommandations pour des nouveaux collaborateurs. Alors pour la deuxième question relative à l'inspiration des managers pour les membres de l'équipe, là la réponse est clairement nettement au-dessus, puisqu'on est à 7,17 sur 10, donc là plutôt un bon score. Donc vous pensez que vos managers sont inspirants pour les membres de l'équipe. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose et plutôt un travail à faire sur la recommandation. Alors, on va poursuivre avec justement toujours sur la thématique de la fierté.
On a donc mené, alors là, c'est une analyse qui a été effectuée sur mon cabinet. Donc, je vois que Mélissa nous rejoint, donc c'est une bonne chose. Désolée. Donc, on a fait une petite analyse sur la fierté et on a, depuis le 1er janvier 2018, donc, recruté 37 collaborateurs. Donc, cabinet copilote est en fort développement, donc on est une cinquantaine de personnes aujourd'hui. Et on a essayé de regarder quelle était la provenance, puisqu'on a une RH qui a été mise en place, donc Émilie Moulin, que vous avez pu voir intervenir dans d'autres ateliers EC. Elle gère ça avec beaucoup de sérieux. Et donc, on a analysé les sources de provenance des collaborateurs qui ont été recrutés. Et on a trouvé qu'il y en avait 10 à égalité. Il y a 3 sources qui procurent 10 candidats, enfin 10 candidats à recruter. Il y a la cooptation. Donc là, évidemment, on s'appuie sur la fierté des collaborateurs pour leur dire, est-ce que vous ne pourriez pas nous recommander un de vos amis ou un de vos collègues que vous connaissez, que vous avez connu pendant vos études ou pendant votre évolution professionnelle. Et ça a généré 10 entrées. On a eu 10 entrées qui sont arrivées par des postulations spontanées. Donc là, c'est plus un travail de notoriété qui a été effectué sur le cabinet. Donc beaucoup de notoriété, communication. Ça passe aussi par les collaborateurs. Et puis les offres d'emploi, tout simplement, qui est un des leviers quand même principaux, mais on voit que là, finalement, il n'est pas si important que ça dans mon cabinet. Donc avec 10 collaborateurs, et enfin les agences de recrutement. Donc inutile de vous dire que tout le travail qu'on a réalisé depuis l'arrivée d'Émilie, ça a permis de beaucoup réduire le recours aux agences de recrutement externe, alors que c'est parfois un poste qui est prédominant. Alors je ne sais pas si vous pouvez nous dire dans le chat si chez vous, comment ça se passe, le recrutement, pour comparer un petit peu, savoir si ça vient surtout de la cooptation, des postulations, des offres d'emploi ou des agences. Et j'ai fait l'exercice de mesurer avec notre RH, a fait cet exercice, de voir au final ce qui avait le mieux fonctionné. Donc sur 37 collaborateurs, il y en a 9 qui ont quitté l'entreprise depuis ces 3 années, un peu plus de 3 ans. Et on s'est rendu compte, et là c'est là qu'on voit que la fierté c'est particulièrement important, parce que dans ceux qui avaient été cooptés, il n'y en a aucun qui a quitté l'entreprise. Et il n'y en a qu'un seul parmi les postulations spontanées. C'est-à-dire que, je ne sais pas si on peut conclure comme ça, mais en tout cas, sur cette expérience, les collaborateurs qui nous connaissent le mieux, c'est-à-dire ceux qui viennent spontanément vers nous parce qu'ils connaissent le cabinet, ou ceux qui ont entendu parler de nous parce que ce sont des collaborateurs qui ont parlé de nous et qui leur ont parlé d'un poste à pourvoir, généralement, ça a généré que, finalement, à peine plus de 10% de départs, alors qu'il y a 90% des départs qui sont issus des personnes qui nous avaient connus par le biais d'une offre d'emploi. Donc, on va plus vers le candidat. Ce n'est pas le candidat qui vient vers nous. On va plus vers le candidat. Et parfois, on utilise même les services de quelqu'un qui va directement chercher le candidat. Donc, là, il est encore plus éloigné de nous. Probablement, il ne nous connaissait pas du tout. Et là, ça génère un petit peu plus de rotation. Donc, comment développer cette fierté? Et là, je vais te passer le témoin. En tout cas, on a trouvé des solutions au sein du label Copilote et tu en as d'autres à nous présenter, Mélissa. Alors, la recommandation, juste pour conclure là-dessus, c'est que, évidemment, la recommandation aux collaborateurs, ça va générer une meilleure fidélisation. Et ça va générer aussi une récompense, parce que chez nous, on récompense également les collaborateurs qui nous prescrivent des collègues. Donc, c'est une force pour finalement renforcer encore cette fierté. Le fait d'avoir une récompense, évidemment, ils se sentent fiers à la fois d'avoir fait l'apport et aussi d'avoir reçu une récompense. Voilà, c'est quand même fort parce que dans la fierté, on vient quand même encore parler d'argent. Parce qu'en vrai, le salaire, c'est ce qui vient en premier. Et pourtant, c'est pas vraiment c'est parce que c'est la chose la plus facile à identifier. C'est-à-dire qu'au fond, c'est beaucoup plus difficile de se relier à ses besoins que de dire oh ben non mais je suis pas assez payé. C'est vrai que j'ai fait rentrer telle personne, on aurait pu me filer une prime. C'est vrai que j'ai ramené un client, on m'a à peine dit merci. Donc en fait c'est facile de dire j'ai pas eu d'argent ou il n'y a pas de récompense. Mais en vrai c'est parce que vous le savez, je pense que j'en avais un peu parlé, je m'intéresse vraiment et je suis en train de me former en communication non violente. Le principe de la communication non violente, c'est de pouvoir identifier ses besoins. Et à mon sens, c'est en partie le rôle du manager. Je m'explique. Comme d'habitude, 3 objectifs.
Le premier, c'est qu'un manager, il doit inspirer. Inspirer, c'est un besoin en communication non violente qui est souvent occulté. Le fait d'être inspiré par quelqu'un, c'est capital. On est, disait John Lee Dumas, la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus. Donc, c'est un entrepreneur américain. Moi, ça me permet de vous poser 2 questions. Est-ce que vos collaborateurs ont envie de ressembler à leur manager? Première question. Deuxième question, est-ce que vous avez été inspiré par les managers ou les experts comptables avec lesquels vous avez travaillé à l'époque? Moi, oui. Sinon, devinez quoi? Ben, j'ai changé de cabinet. Moi, j'ai un petit panel de cabinets. J'ai fait pas mal marcher les chiffres du turnover hein, parce que tout bêtement, je n'étais pas inspirée. Et en fait, c'est vraiment quelque chose sur lequel j'ai mis le doigt des années après par le biais de la communication non violente en me disant mais c'était ça. C'est-à-dire que c'était facile pour moi de dire et puis en plus, je ne suis pas assez payée. Mais le vrai du vrai, c'est que j'avais des besoins qui n'étaient pas comblés et notamment celui d'être inspirée. Le deuxième objectif d'un manager inspirant, c'est conspirer. J'aime bien ce mot parce que tout le monde lui donne une signification qui n'est pas celle qui vient du latin, à savoir conspirare, qui veut dire respirer ensemble. Un manager, il est là pour respirer avec ses équipes, apprendre à s'organiser. Conspirer, c'est s'organiser. Donc, vers des enjeux communs. Manager, c'est être au service d'une équipe et d'être dans l'accompagnement et ce faisant, il assure la production. C'est-à-dire que le devoir de production d'un manager, c'est de participer à l'organisation de la production. C'est ça sa production à lui. C'est en aucun cas de participer à faire et à sortir des bilans. Même si ça peut permettre justement aux collaborateurs, et je vais l'expliquer juste après, de se sentir inspiré. Bah, lui, il en fait aussi, mais pas que, il va au-delà et il nous entraîne. Et c'est ça que j'ai envie de faire. Et donc, mon troisième objectif, inspirer, conspirer, aspirer. Aspirer, ça peut être dans le sens aspirer vers soi, mais vers un tout collectif, et ça peut être aspirer dans le sens réaliser une aspiration. Et c'est aussi pour moi le propre du manager que de permettre aux collaborateurs de tendre vers leurs aspirations. C'est ça qui les fidélise. Et comme disait, alors c'est Éric Delavallée, on rejoint une entreprise et on quitte un manager. Parce que c'est l'entreprise qui attire les talents. On en a parlé, c'était le pilier 4, la marque employeur, mais c'est le manager qui les fidélise et qui les rend fiers de bosser pour le cabinet. La récompense dont parlait Frédéric, c'est que ça vient là. C'est OK, je suis fière parce qu'effectivement, je suis plutôt bien payée, parce qu'en plus, on me laisse une place, parce que d'un point de vue, alors tout ça, ça s'explique très rationnellement, hein, d'un point de vue neuroscientifique, c'est quelque chose que vous connaissez sûrement qui s'appelle les neurones miroirs. Moi, je suis très attachée à ce principe, ce qui veut dire qu'on reconnaît ce qu'on connaît ou ce qui nous inspire. Ça a été mis en évidence notamment lorsqu'une pianiste professionnelle visionnait une vidéo d'une autre pianiste qui était en train de jouer. On leur a fait passer chacune un IRM et les mêmes zones de leur cerveau s'activent au même moment, alors qu'il y en a une qui est dans l'action et l'autre pas du tout, puisqu'elle regarde une vidéo. C'est exactement la même chose qui se passe quand on fait de l'expertise, qu'on voit quelqu'un saisir ou qu'on voit quelqu'un monter une liasse ou faire un bilan. D'accord? Et le pouvoir du manager, c'est d'activer les neurones miroirs du collaborateur. Pourquoi? Parce qu'en fait, il va s'identifier, le collaborateur, ça va lui donner envie d'agir, de s'activer et de s'investir. En fait, c'est ça qui va faire, qui va contribuer au collectif et ça devient une évidence. C'est la fameuse fierté, la satisfaction et la reconnaissance qu'on appelle en approche neurocognitive active. C'est-à-dire qu'on n'attend pas une reconnaissance du manager, c'est la reconnaissance de ce qu'on a produit nous-mêmes. En fait, c'est de réussir, qu'on soit collaborateur, manager, expert comptable, associé, de se satisfaire de ce qu'on fait nous, en fait. Et c'est ça la reconnaissance active. C'est celle qui génère le moins de frustration et qui permet d'être vraiment épanoui dans ce qu'on fait. Parce qu'en fait, on est responsable de notre propre bonheur et de nos propres actions. D'où cette reconnaissance active. Voilà ce que je voulais dire sur la fierté. Ok, super. Merci Mélissa. On a prévu, je crois, aussi un petit sondage, justement, suite à cette ce deuxième levier, hein, et sixième levier, en fait, en tout, si on prend en compte ce qu'on a développé dans la première partie de l'atelier. Alors, on va se rendre à nouveau dans l'onglet sondage. Je vais vous laisser répondre à ce deuxième sondage qui est pensez-vous qu'un accompagnement avec d'autres managers pourrait rendre vos managers encore plus inspirants? Alors, vous l'avez compris tout à l'heure,
il faut investir sur les managers, hein, puisque c'est ceux qui vont permettre d'inspirer vos collaborateurs. Et donc, est-ce qu'un accompagnement pourrait être un plus, notamment un accompagnement avec d'autres managers? Donc, on vous laisse répondre à cette question. Alors, c'est en cours. Tu as vu les résultats tout à l'heure? Parce que du coup, moi, ça a bugué, j'ai pas eu les... Oui, on les a eus, oui. Oui. Tout à l'heure, c'était 89%, oui. Ah, bien. Et là, on est sur, eh bien, il y a encore quelques votes. Mais tu les as vus dans le chat? Oui, dans l'onglet sondage, on peut voir les résultats, je pense. 89%. Alors oui, sûrement 78%. Pourquoi pas 11%? Non, je ne pense pas 11%. Donc on a exactement la même répartition à un vote près que tout à l'heure. On était à 90, on est à 89. Donc 89% de oui ou pourquoi pas. Donc on est heureux de vous avoir convaincu. Vous l'étiez sans doute déjà peut-être aussi avant, hein, mais d'avoir mis le doigt et de vous avoir donné quelques clés pour aider ou initier un accompagnement des managers parfois. Hein. Dans certains cabinets, ça n'existe pas toujours. Et Mélissa fait ça très bien, donc n'hésitez pas à la solliciter pour cela. Merci. Super. Alors Mélissa, maintenant on va être à la partie retour d'expérience. On voudrait pouvoir vous laisser la parole, savoir, alors on va enchaîner directement, s'il y en a qui ont eu l'occasion, l'opportunité de mettre en œuvre le premier exercice sur le développement professionnel, qui consistait du coup à organiser une réunion et savoir ce que pensaient les collaborateurs du fait de faire un séminaire d'implication. Est-ce qu'il y en a qui veulent réagir sur l'un des 4 exercices, hein, après tout Oui, alors on va repasser en revue peut-être l'ensemble des exercices pour vous laisser le temps de vous préparer. Et si l'un d'entre vous ou plusieurs souhaitent contribuer, c'est maintenant. Donc, voilà. Il y a Charlotte qui vous précise que pour monter sur scène, il vous suffit de cliquer sur « Participer ». Oui. Hein, et on a plaisir. Alors, vraiment, moi, l'idée, c'est pas d'afficher, c'est juste de savoir si vous avez rencontré des difficultés, s'il y a eu des freins, si vraiment, ou si c'est quelque chose que vous avez pu faire, pas voulu faire. Enfin, vraiment, soyez libre, sentez-vous libre de partager votre retour d'expérience. Ok, donc on va passer en revue les 4 exercices et vous avez plusieurs modes de contribution. Donc, soit dans le chat si vous souhaitez être plus discret, et si vous souhaitez monter sur scène et venir poser votre question oralement, c'est avec grand plaisir. C'est fait pour ça. Donc, avez-vous organisé un séminaire d'implication des collaborateurs dans le projet du cabinet? C'était le premier exercice. Le second, je te laisse les reprendre, Mélissa. Oui, c'était savoir si vous utilisiez un outil de détermination des profils et de pouvoir savoir, ou si c'est déjà le cas, de brainstormer avec les collaborateurs sur le fait d'affecter certains profils à des projets, ou si ce n'était pas le cas, de leur demander ce qu'ils en pensaient et si pour eux, il y avait un intérêt à déterminer les différents profils. Vous pouvez aussi nous partager si pour vous, il y a ou pas d'intérêt. Oui, c'est ça, exactement. On vous avez présenté l'outil que le label utilise, hein, qui est Assess First, mais si vous utilisez d'autres outils, n'hésitez pas à nous en parler, à nous dire ce que vous en retirez. Donc, 3e exercice. C'était pour la charte et l'organisation autour du télétravail, donc d'avoir un retour sur le fonctionnement du télétravail, en fait ouvrir un espace de discussion dans un premier temps et dans un deuxième temps, voir dans quel cadre ça pouvait être mis en place pour que ce soit un minimum organisé et que ça convienne au plus grand nombre. Et le dernier. Le dernier. Sur la marque employeur, au sujet de la labellisation Happy at Work. Si c'est dans les tuyaux, si ça peut être intéressant ou pas pour vos collaborateurs. Voilà, je vous rappelle au passage que Happy at Work, c'est un questionnaire anonyme qui est envoyé à vos collaborateurs. Et d'ailleurs, il a été envoyé ce matin pour ce qui est de mes collaborateurs de mon équipe, donc puisqu'on le fait une fois par an. Et c'était ce matin, ça tombe bien. Donc, on commencera à avoir quelques résultats intermédiaires dans la journée et puis d'ici 15 jours, l'ensemble des résultats pour évaluer la satisfaction au travail des membres de votre équipe. Voilà, c'est un outil. Alors évidemment, si vous avez d'autres outils que Happy at Work, hein, ça peut être d'autres labels comme Great Place to Work ou encore des outils maison. On est à votre écoute. Donc, si vous pouvez interagir dans le chat et nous poser des questions, ou même plus globalement sur l'ensemble des 6 leviers qu'on a pu développer, on est à votre écoute. C'est à vous la parole maintenant.
Le premier est toujours le plus difficile. Voilà, n'hésitez pas à nous partager autour de tout ce qu'on vous a exposé sur l'une et l'autre partie de cet atelier. Personne qui ose. Non. Ni dans le chat. Enfin, moi, j'ai pas Non, le chat à pas pour jour. l'instant, non, tout à fait. On a bien 15 personnes en ligne, là, mais personne n'ose se manifester. Peut-être on peut peut-être repartir sur quelques conseils à ce moment-là, en attendant qu'on ait Ouais. quelques Oui, questions. ou quelques questions qu'il y avait eu, parce qu'il y a Marilène Oui, qui disait que très souvent, elle faisait oui, ses recrutements par agence oui, de recrutement. Et la question, absolument. c'est comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des consignes? Est-ce qu'ils font du profilage? Pas du tout. Est-ce que vous leur donnez des... Alors, quand je dis des consignes, on parle souvent de profil, mais qu'est-ce qu'on met derrière un profil, en fait? C'est vraiment ça la question. Est-ce qu'on est sur un profil technique? Est-ce qu'on est sur un profil beaucoup plus soft skills? Comment vous réfléchissez sur la façon dont vous allez compléter vos équipes, par exemple? Je Oui. serais curieuse de savoir. Après, sur le recours aux agences de recrutement, bah, c'est malheureusement quelque chose qui est assez coûteux. Par ailleurs, il y a aussi, on l'a vu tout à l'heure, bah, un taux de turnover qui est un peu supérieur, enfin en tout cas voilà, sur la simple expérience que j'ai pu partager. Donc, sans parler de pratiques parce qu'il y a aussi pas mal d'agences qui font ça très professionnellement et qui travaillent très bien, donc qui ne vont pas aller rechercher un collaborateur chez un autre, mais pour autant, ça a du coup. Marilène, tu veux intervenir? Je crois que tu as décidé de monter sur scène, c'est avec plaisir. Oui, donc du coup, par rapport aux agences de recrutement, en fait, effectivement, nous, on est une douzaine, en fait. Donc on n'a pas vraiment de service RH. Donc c'est vrai que du coup, faute de trouver les candidats par nous-mêmes, via les sites internet ou en attendant des candidatures spontanées qu'on n'a pas. Donc en fait, on a un cabinet avec lequel on travaille, qui est vraiment connaît très bien le cabinet et sait vraiment vendre le cabinet. Donc quand les collaborateurs arrivent devant nous, c'est quasi, pour eux, enfin voilà, ils connaissent déjà bien le cabinet, leur a bien expliqué notre façon de travailler, notre esprit et Ouais. ça filtre quand même, enfin voilà, les candidats, techniquement déjà sont triés et Évalué. au niveau de la personnalité, oui, sont triés aussi. Après, c'est un coût, mais un mauvais recrutement, c'est un coût aussi. Donc, Oui. voilà. Et puis, effectivement, par faute de temps et parce que c'est souvent urgent quand on veut recruter quelqu'un, voilà, on passe souvent par agent de recrutement. Ok. Bah, merci beaucoup pour ton partage, Marilène. De Tu rien. leur donnes des directives ou vraiment tu leur laisses un peu carte blanche quand tu leur dis, bah voilà, là, il nous faut. Alors, j'imagine que tu leur dis un profil social, un profil compta, un profil. Mmh. Mais est-ce que tu vas un peu plus loin ou en disant, bon, on aimerait bien quelqu'un qui soit un peu, vu qu'il va travailler dans cette équipe, un petit peu tampon ou j'en sais rien, un peu plus leader parce que, enfin, je sais pas, est-ce que tu Oui, donnes des oui, directives? oui. Oui, elle finit par connaître, en fait, notre équipe et par exemple, là, on vient de recruter quelqu'un en social. On a une personne qui a une certaine ancienneté, mais qui est assez timide. Donc on lui a Ouais. dit: «Il faut pas un profil, qui risque, de prendre le dessus». Parce que, notre personne actuellement, qui était une bonne collaboratrice, aura tendance en fait à se mettre en dessous. Elle aura pas tendance Mmh. enfin voilà, elle se fera vite, comment je trouve pas mes mots, mais, enfin, elle se mettra en retrait, en fait. Oui, Alors que d'accord. c'est quelqu'un qui a, une compétence et une expérience. Donc ça, effectivement, la personne que l'on a, elle le sait. Mais si je Oui, peux me permettre, tu as presque bah, alors, le mot DRH serait un peu fort, hein, mais tu as un partenaire externe qui te fait oui. office de Oui, DRH parce qu'elle connaît très bien ton équipe et mmh. qu'elle sait, donc c'est vraiment un partenaire, quoi. On n'est pas Oui, sur là, du oui, sur ce cas-là, cabinet oui, d'eau. c'est pas les CV qu'on reçoit par, X, agents de Mm. X, cabinets de recrutement qui ont à peine, vu, voire pas du tout vu les candidats et qui sont pas du tout adaptés. Donc, Ouais, et je pense que c'est une vraie stratégie aussi, hein, et c'est à mon sens assez pertinent.
Parce que Oui. tu crées un vrai lien avec cette personne et puis je Mm. pense que l'équipe y est attachée. Est-ce que tu fais appel à elle pour par exemple, les entretiens annuels parce que des fois, c'est peut-être un peu plus facile pour les personnes qui ont été recrutées de passer par elle qu'en direct par toi? Non, pour les entretiens, non, mais elle fait un suivi pendant toute la période D'essai. d'essai. Enfin, oui, voilà, pendant toute la période, les premiers mois, même après la période d'essai. Et ça nous est arrivé effectivement entre guillemets, faire passer des messages ou essayer de comprendre en fait certains comportements sans aller en direct voir la personne. Ok, Ok. bien. Bah, je trouve ça intéressant, en tout cas, comme stratégie, ce que tu exposes, parce que c'est pas le cas le plus courant de recours aux recruteurs extérieurs, du fait que le marché, du fait de la réflexion des profils, s'est transformé en un marché où il faut pour eux trouver un candidat, et une fois qu'ils ont trouvé un candidat, ils sont sûrs de le placer, en fait. Ouais, c'est Et ça. ça réduit parfois la recherche de la correspondance entre le cabinet, ce qu'il attend exactement. Effectivement, tu dis que le travail est bien fait là, et ça, c'est tout à fait à souligner, et que le fait de devoir décider d'investir sur une relation forte avec un seul interlocuteur, bah, ça te permet finalement d'être sûr que, en tout cas, l'intégration se passe mieux, et donc ça Oui, doit c'est ça. réduire aussi le turnover que j'avais moi dans mon cas, où dans le cas de mon cabinet, c'était plutôt effectivement quand il nous manquait un profil, puisqu'on est plutôt les collaborateurs viennent un petit peu plus facilement vers nous. Du coup, on utilise plutôt les recruteurs quand on n'a pas le choix. Et c'est du coup, c'est pas le bon angle d'usage de ce service-là, à mon sens, effectivement. Parfait. Bah, merci beaucoup. De On rien. a aussi des questions qui sont venues. Oui. Donc, merci beaucoup, Marilène, pour ton intervention, parce que tu as suscité aussi d'autres questions en osant la première. Il y a Donc, Aurélie. on a une question d'Aurélie. Est-ce qu'on a répondu à ta question, Marilène? Oui. Enfin, c'était plutôt un partage Enfin, d'expérience. Oui, c'était une Oui, partie. super. Euh, Aurélie. Alors, Aurélie, Aurélie, je regarde ta notice dès que je peux. Euh, donc, le meilleur moment, en fait, moi, je pense qu'il faut vraiment le faire comme on le sent. C'est-à-dire que oui, faut être en phase avec ce qu'on décide. Pour moi, l'idéal, c'est de le faire presque pendant l'entretien, mais parce que j'ai un petit outil de profilage qui est très court, qui n'est pas trop intrusif et qui va me permettre, pareil, d'ouvrir sur la communication pour réussir à cerner. Si tu prends l'outil de Frédéric, et je vais laisser t'en parler, Frédéric, vous le faites assez rapidement de mémoire, mais c'est très oui, très long à Assess First. C'est-à-dire que tu ne peux pas le faire comme ça pendant un en entretien. direct. Il faut que la personne soit chez elle. Mais Oui, il y a un vrai sujet sur le consentement. Et je suis très attachée à cette notion. C'est-à-dire qu'à un moment, pour moi, il ne faut pas que le candidat se sente un petit peu obligé de faire ce test de profil. Mais dans tous les cas, et c'est pour ça que je dis qu'il faut être en phase avec ce qu'on décide. Si tu le présentes en disant, voilà, chez nous, le process peut paraître un petit peu rude parce qu'on commence sur ça, mais c'est pour nous permettre d'aller vraiment loin lors du recrutement ou de ne pas vous faire perdre de votre temps et nous de ne pas perdre notre nôtre parce qu'on a une idée du profil qu'on veut assez spécifique, mais ça peut très bien être après parce qu'on est plutôt du style à préférer voir d'abord les gens. Tant que les choses sont dites et qu'on a exposé et un minimum le consentement des parties, pour moi, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation. Si je devais oui. résumer ma vie aujourd'hui. Alors moi, pour partager mon expérience sur cette même question, en fait, auparavant, on avait plutôt tendance à faire deux entretiens. Un premier entretien de découverte, qui suivait parfois un entretien téléphonique de notre RH. Notre RH a un entretien téléphonique. Ensuite, elle organise un entretien au sein du cabinet pour découvrir le candidat. Et dans un deuxième temps, on approfondissait la personnalité après avoir expliqué au candidat pourquoi on mettait en œuvre un test de personnalité, etc. Et maintenant, on se rend compte que les recrutements, ça va tellement vite que quand on tombe sur un candidat qui est disponible ou qui souhaite changer de structure, en fait, on a un temps de réactivité qui est de plus en plus court. Et donc, faut rapidement, c'est un exercice difficile parce que faut rapidement être attractif pour le candidat, mais en même temps pas se tromper de profil. Donc, on a tendance à générer du coup le test pour répondre à ta question, Aurélie, en amont du premier entretien.
directement, la RH appelle le candidat téléphoniquement, elle lui explique la démarche du test, comme l'indiquait Mélissa, et on l'envoie et on fait qu'un seul entretien. Et cet entretien-là, on est assez réactif derrière pour faire une proposition si le candidat nous convient. Ça arrive parfois même qu'on ait déjà préparé une proposition directe en fin d'entretien si on sent que le profil est pertinent. Après, il ne faut pas non plus se précipiter, parce que se précipiter, ça peut faire une erreur, et il faut aussi tenir compte un petit peu de ça. Vaut mieux prendre un petit peu de temps quand même, plutôt que de faire une erreur, mais en même temps, on a quand même la pression. Donc voilà, c'est un peu l'expérience. Et Aurélie, je vois que tu es montée sur scène aussi, peut-être pour... Oui, j'ai osé. Merci pour votre retour. Et du coup, vous réalisez ces tests de personnalité pour tous les candidats, vous ne faites pas une distinction en fonction du poste, parce que forcément, c'est plus compliqué pour recruter un manager que pour recruter un collaborateur. Donc, oui. J'imagine que les tests s'adaptent en fonction des profils. Alors, c'est le même type de test, mais on les utilise différemment en fonction des postes, en effet. Mais on le fait pour tous les candidats parce qu'on pense aujourd'hui que le savoir-être est plus important que le savoir-faire, parce que le savoir-faire, ça s'acquiert. Oui. Et le savoir-être, c'est issu de plein d'années de formation qui ne sont pas facilement remplaçables. Donc, la trajectoire, et on a aussi parce qu'il n'y a pas que des tests de personnalité dans l'outil qu'on utilise, il y a aussi des tests de motivation avec un S. Ça ne dit pas de savoir si un candidat il est motivé ou pas motivé, parce que tout le monde est motivé par quelque chose, mais pas par la même chose. Donc, c'est de savoir s'il sera motivé par ce qu'on a l'intention de lui confier, en fait. Donc, on évalue quels sont les facteurs de sa motivation, quels sont les leviers de sa motivation, pourquoi il fait les choses, comment il veut les faire, avec qui il veut les faire, et ce qu'il attend en retour. Et ça, ce sont des choses qui sont précieuses aussi dans le management des équipes au quotidien, de comprendre comment chacun fonctionne et d'essayer de faire des feedbacks, des reconnaissances qui sont en lien avec ce que les collaborateurs attendent. D'accord, merci beaucoup. Voilà, merci à toi. J'espère que ça répond à ta question, mais au moins tu pourras écrire dans ton mémoire sur cette partie. C'est ça. Merci. Est-ce que toi, tu avais une idée ou peut-être quelque chose que tu voyais plus? Parce qu'après, chacun a son appréciation. Oui, alors moi, j'avais pensé mettre en place aussi des exercices pendant l'entretien qui soient quand même assez rapides sur, par exemple, une mise en situation. Vous êtes chargé de clientèle, vous recevez un mail du client, comment vous réagissez, quelles sont vos priorités, et plus un exercice de mise en situation. Après, j'ai un peu peur que ça freine le candidat et que ça le mette dans une situation un peu inconfortable en fonction des caractères. Mais j'avais imaginé quelques exercices comme ça, ouais. Ça peut être pertinent. Moi, je trouve ça pertinent. Oui. Et puis, ça peut montrer aussi, en fait, il faut voir en deux temps. Si ton frein, c'est de dire ça peut rebuter le candidat, créant un avantage concurrentiel quelque part, en disant on a des managers qui sont vraiment disponibles. Ici, il ne faut pas hésiter, si tu as un mail du client, à demander l'avis à ton manager ou à quelqu'un, un membre de ton équipe, pas te laisser harceler par un client, ou pas, mais montrer qu'il y a un vrai accompagnement et qu'on sera jamais dans le côté viens on te tape sur les doigts, mais tu vois, de dire même si ça fait peur, derrière ça permet de mettre en avant la proximité des managers qui est un point fort du cabinet. D'accord. Et là tu le glisses dans la marque employeur et en fait t'en parles dès l'entretien en disant nous notre force c'est que en fait les managers sont vraiment là pour que jamais tu te sentes coincé ni par une question ni menacé parce qu'un client t'a demandé hier une situation et qui veut la réponse ce matin, quoi. D'accord, ok, très bien. Tu peux peut-être le tourner un peu comme ça. D'accord, merci. Peut-être pour compléter, sur ce propos-là, en fait, on utilise du coup nos questionnaires d'analyse personnalité-motivation en amont de l'entretien et ça nous permet d'identifier des questions que la RH d'ailleurs prépare, mais qui sont tout à fait qui peuvent ressortir de l'outil qu'on utilise quand les cabinets n'ont pas de RH. C'est de proposer des questions qui seront justement des questions qui vont servir à des mises en situation. C'est-à-dire si on a décelé des points d'attention par rapport à la correspondance entre le comportement attendu et le comportement possible du candidat, on va faire des mises en situation en posant des questions et c'est avec ces témoignages-là oraux qu'on va pouvoir creuser sur certains points parce qu'un entretien, c'est quand même très court
et comprendre comment quelqu'un fonctionne, un petit peu ses leviers de motivation, ses comportements, ses réactions, et pouvoir apprécier si c'est les comportements qu'on attend ou pas dans la culture de l'entreprise, dans le poste. Ben, ça nécessite ces mises en situation. Moi, je pense que c'est ce qui est le plus concret, et c'est de ce type d'exercice qu'on ressort le plus d'informations concrètes sur quel va être le comportement du collaborateur demain quand il va être dans son poste. D'accord. Ok, super, c'est une merci. très bonne idée. Merci. Frédéric, je te propose, parce Oui. qu'il nous reste 5 minutes et Oui. on est assez ponctuel, même pas de Oui. passer sur la slide sur Alors, il y a quelqu'un qui voulait encore, peut-être qui a monté sur scène à l'instant, là. Alors, je ne sais pas si peut-être on peut répondre encore à une toute dernière petite question. Oui, oui, mais si tu peux changer la slide quand même, Oui, ça oui. permettra à d'autres de commencer à réfléchir. Encore, voilà, passage à l'action. C'est qui voulait monter ou nous partager quelque chose? Oui. Il y a quelqu'un qui est monté sur scène, mais son micro est coupé. Non, mais il y a toujours Ah Marilène, non, parce je que me je suis pense trompé, qu'elle c'est ne peut pas Aurélie qui a coupé son descendre de micro. peur de quitter le. Pardon. Oui, non, je me suis la salle. trompé. Ok, bah, je te laisse continuer là-dessus, passage à l'action. Ce que je vous propose, c'est que l'idée, c'est toujours pareil de capitaliser sur ces 2 webinaires. Et moi, je trouve ça très chouette que vous ayez pu participer aux 2 et on vous en remercie. C'est de passer un contrat avec vous-même. Donc, de définir un objectif. Attention, un objectif, ce n'est pas une exigence. C'est-à-dire me dire, avoir fait en sorte que tous mes collaborateurs se sentent bien se sentent bien au cabinet, c'est une exigence. Moi, je veux un objectif qui soit clair. Alors, pourquoi je vais définir cet objectif, hein? C'est parce que je veux de la performance, parce que je veux limiter le turnover, parce que je veux fidéliser. Ça, c'est mon pourquoi. Et derrière, je vais avoir mon comment. Donc mon comment, ben, peut-être je me fais labelliser Happy at Work ou je décide de me faire accompagner pour qu'il y ait une vraie cohésion entre mes équipes et qu'on puisse mener des projets. Donc en fait, cet objectif, il faut qu'il soit clair, il faut qu'il soit daté, c'est-à-dire que je veux, si vous voulez passer à l'action, je veux que vous ayez défini un objectif à réaliser avant le 31-12. Ça peut être organiser une réunion de brainstorming avant la fin de l'année. Ça, c'est un objectif clair et réalisable. Le fameux objectif SMART. Avec qui et sur quel pilier? C'est-à-dire sur les 6 piliers qu'on vous a présentés, choisissez-en un. C'est-à-dire que je veux vraiment que vous montiez la première marche. C'est-à-dire que souvent, les gens, ils voient un objectif, ils voient le haut de l'escalier. Ça, c'est l'exigence. Et puis, moi, je veux que ça soit la première marche. Et la première marche, il faut la faire avant le 31-12. Si vous ne la faites pas avant le 31-12, c'est cramé. On peut se revoir dans un an, on en sera au même stade. Donc, quelle est la première marche que vous voulez faire avant le 31-12? Avec qui? Pourquoi vous voulez faire ça? Et une fois que vous aurez répondu à pourquoi, vous saurez comment. Voilà, donc c'est une slide d'exercice que je vous donne pour la suite. Si vous voulez le partager dans le chat, là, il vous reste 1 minute. Je serais ravie de savoir quel est l'objectif que vous vous donnez avant le 31-12. Oui, avec plaisir. Et puis, si jamais, vous verrez nos publications sur les réseaux sociaux. Donc, si jamais vous voulez réagir par rapport à ces publications et nous indiquer vos objectifs, ou vous avez nos coordonnées, pouvoir si vous voulez parler en individuel et pas le partager devant tout le monde, c'est aussi possible. Donc, n'hésitez pas. Sur les piliers, si on fait un rapide tour, ça serait quoi? Oui. Alors, on va peut-être repartir à ce moment-là sur l'ensemble des piliers pour que vous les ayez à l'écran. On reprend. Voilà. On avait donc le développement professionnel, le management et la motivation, l'environnement stimulant, la marque employeur, le salaire et la reconnaissance et la fierté. Et on vous rappelle que vous avez les replays, forcément, puisque le replay de l'événement qu'on est en train de tourner va sortir dans quelques minutes, et le replay de l'édition précédente est déjà disponible. Donc, vous pouvez les retrouver sur Applicable. Et donc, on va vous proposer, je vais retourner à la fin du webinaire, de nous indiquer, pour ceux d'entre vous qui ne sont pas encore sur Applicable, de directement nous envoyer soit votre numéro de mobile, que vous pouvez également nous transmettre en message privé directement. Et à ce moment-là, on vous donnera, Charlotte vous donnera sur votre mobile directement par SMS un lien pour rejoindre Applicable. Et sur Applicable, qui est notre nouvelle application mobile, vous allez pouvoir retrouver l'ensemble de nos ateliers EC, donc ceux qu'on a eu le plaisir d'animer ensemble, Mélissa, mais aussi les 2 ateliers précédents qui avaient été animés par Pascal Viau, Cindy Brien, Charlotte Hervieux également. Donc, on aura le plaisir de vous partager tout ça, ainsi qu'un ensemble de livrables.
Je crois que Mathilde nous donne son numéro de mobile. Super, merci. On t'envoie tout ça. Et puis, si vous avez déjà pris des décisions, n'hésitez pas à les partager. Oui, Merci passez à beaucoup. l'action dans tous les cas. Passez à l'action. Voilà, on arrive au terme de l'atelier, il est midi. On vous encourage pour toutes ces actions et n'hésitez Oui, pas. et on se tient à votre dispo. On se tient à votre dispo pour vous aider. À bientôt. Bonne journée. Bonne journée. Merci beaucoup. On vous laisse encore quelques minutes, le temps de nous communiquer vos coordonnées. Merci Léa, merci Aurélie. Merci Erwan, merci Laure. Et puis merci Marilène. Certains d'entre vous ont dû nous quitter un tout petit peu avant. On les salue également s'ils visionnent le replay. À bientôt. Au revoir. Ah, ça